You don't get a lot of firsts these days, but for the first time, Canadian liquefied natural gas is heading overseas. This trade war basically leaves no one untouched, whether that's investors, business people, or officials in any country. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over. Des images provenant de Colombie-Britannique témoignent de décennies de dépendance économique. Pour la première fois, le gaz naturel liquéfié canadien traverse le Pacifique en direction de l'Asie. Plus de 50 000 travailleurs ont participé à un chantier évalué à 40 milliards de dollars canadiens, une prouesse technique. Dans le même temps, en Alberta, la réalité est bien différente. L'industrie du forage, qui rêvait d'une reprise après 10 ans de déclin, enregistre des réductions et des suspensions. Entre 2014 et 2024, près de la moitié des emplois ont disparu. Les États-Unis ont érigé des barrières tarifaires, 10% sur le pétrole et le gaz, 25% sur presque tous les autres produits. Il en a résulté une augmentation du coût des exportations. Des contrats sont menacés. Selon les estimations, environ 8,8 milliards de pieds cubes de gaz par jour ont été touchés par ces droits de douane. Rien qu'en 2024, 8 milliards de dollars américains ont été mis en péril en quelques semaines. Pendant que les politiciens discutent dans les parlements, dans les champs et dans les usines, la crise s'étend déjà. Les entreprises canadiennes réduisent leur budget, suspendent leurs plans d'expansion et ferment leurs puits. Les projections de la banque TD Cowen indiquent une baisse de 5% du nombre moyen de plateformes actives cette année. En pratique, cela signifie que des dizaines de tours de forage sont à l'arrêt. Fatih Birol, spécialiste de la gouvernance énergétique, résume la situation ainsi. Lorsqu'un pays dépend d'un seul canal d'exportation, il devient otage. C'est comme construire une maison sur du sable. La première vague emporte tout. Dans ce contexte d'incertitude, il reste à savoir si le pari canadien de fournir directement du gaz au Japon, à la Corée du Sud et à la Chine sera suffisant pour transformer la fragilité en force. Chaque semaine, de nouveaux signes montrent que la crise commerciale touche désormais les familles. Si au début, il s'agissait seulement de tomates plus chères ou de voitures inaccessibles, l'impact se fait désormais sentir sous la forme d'emplois perdus, de contrats rompus et de communautés entières qui s'effondrent. En Saskatchewan, ce qui était autrefois des champs de colza prêts à l'exportation s'est transformé en entrepôts bondés, sans destination. Des familles qui, depuis des générations, faisaient vivre le pays grâce à la terre, envisagent désormais d'abandonner leurs propriétés. Des machines agricoles valant des millions restent immobilisées. C'est le manque de marché qui en est la cause. L'un des plus grands noms de la théorie du commerce international, Elhanan Helpman, professeur d'économie à Harvard, décrit le scénario. Nous sommes confrontés à une inflation importée. Il ne s'agit pas seulement de choc sur le marché. C'est une décision politique qui touche le portefeuille du consommateur moyen. Lorsque les droits de douane augmentent le prix des matières premières, c'est toute la chaîne qui en souffre. C'est un effet domino. Aujourd'hui, les tomates et les voitures sont plus chères. Demain, ce sera la facture d'électricité, les médicaments, le pain quotidien. La ville de Windsor est confrontée à des réductions d'horaires, à un ralentissement des chaînes de montage et à des milliers de travailleurs qui redoutent la semaine prochaine. Ce qui semblait n'être qu'un ajustement du marché s'est transformé en un risque réel de licenciement massif. Et dans le Nord, les peuples autochtones doivent désormais faire face à des factures d'électricité 25% plus élevées. Dans les communautés isolées de Colombie-Britannique, les familles doivent choisir entre chauffer leur maison ou mettre de la nourriture sur la table. Une contradiction cruelle dans un pays qui célèbre le départ de navires transportant du gaz naturel liquéfié vers l'Asie. Ce que les dirigeants politiques appellent une stratégie commerciale est, pour le citoyen lambda, la fin de la stabilité. Au sein des parlements, le débat fait rage sur la mesure dans laquelle le Canada doit résister ou négocier. Le gouvernement fédéral insiste pour présenter l'envoi de gaz naturel au Japon, en Corée du Sud et en Chine comme des victoires stratégiques. À Kitimat, les hôtels sont remplis de travailleurs temporaires, les loyers ont doublé en quelques mois, les petits commerces ne parviennent pas à maintenir leur stock face à la hausse des prix. Dans l'intérieur de l'Alberta, alors que les gros titres célèbrent les investissements étrangers, les agriculteurs doivent composer avec des silos pleins et des contrats annulés. Beaucoup ne parviennent pas à rembourser les financements des machines agricoles achetées en période de prospérité. Selon Jennifer Winter, spécialiste des politiques climatiques, le Canada s'engage dans une course de fond sur un terrain instable.
La demande asiatique est réelle et croissante, mais les coûts de production et de transport dans le nord de la Colombie-Britannique sont au moins 30% plus élevés que ceux de la côte nord-américaine du Golfe. Cela signifie que chaque contrat peut être remporté ou perdu pour des marges minimes. Et la classe moyenne urbaine en ressent les effets dans son portefeuille. Les restaurants de Toronto font état d'une baisse de fréquentation sous la pression de la hausse des prix des matières premières et de la diminution du pouvoir d'achat de la population. Les analystes avertissent que le dilemme du Canada n'est pas seulement économique, il est aussi social. Chaque mégatonne exportée se traduit également par une facture pour les familles, que ce soit dans le prix du pain, le coût de l'énergie ou le risque de chômage. La course pour répondre à la demande asiatique devient le reflet des fragilités internes du pays. La patience de la population s'amenuise. Alors que des milliards de dollars d'avantages fiscaux sont accordés aux grands conglomérats, les ménages ordinaires sont confrontés à des choix douloureux. Maintenir le chauffage pendant l'hiver rigoureux ou garantir suffisamment de nourriture pour la famille. Le professeur Morgan Day, basilien, spécialiste des politiques publiques à la Colorado School of Mines et directeur du Payne Institute for Public Policy, met en garde. Dépendre de nouveaux partenaires commerciaux n'est pas synonyme de liberté, mais simplement de remplacer une dépendance par une autre. Si la République populaire de Chine ou le Japon décident de modifier leur stratégie, le Canada se rendra compte qu'il s'est engagé dans une voie sur laquelle il n'a aucun contrôle. De l'autre côté de la frontière, à Washington, des rapports officiels suggèrent déjà de nouveaux droits de douane sur l'acier, l'aluminium et même sur des minéraux considérés comme stratégiques tels que le lithium et le cobalt. Chaque nouvelle barrière augmente les coûts qui pèsent sur les citoyens ordinaires. Le pain devient plus cher, le carburant pèse davantage sur le budget familial, la voiture n'est plus accessible. Le pays est confronté à un choix crucial. L'avenir reste incertain, mais les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions pendant de nombreuses décennies. La guerre commerciale n'est plus seulement un conflit entre des gouvernements lointains. Elle s'est installée dans le quotidien des gens, au supermarché, à la boulangerie, sur la facture d'électricité. C'est dans ce territoire invisible, fait de sacrifices silencieux, que se livre la bataille la plus difficile. Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de cette couverture spéciale et aimez cette vidéo afin que davantage de personnes aient accès à ces informations. Merci beaucoup de votre compagnie. Nous continuons ensemble, attentifs au déroulement d'une histoire qui est encore en train de s'écrire.